fait la résultante de la compétitivité d'une économie dans toutes ses composantes. Elle mérite, dans le cadre d'une gouvernance partagée, publique-privée, une veille stratégique et un débat multiple, continu et responsable. Pour ne pas monopoliser, Monsieur le Président, la parole, je me permets de passer la parole à mes collègues et le débat nous donnera l'occasion d'approfondir les points soulevés par la SMEX et ou de discuter de nouveaux points considérés par Monsieur le Président et les chers membres de commission. Monsieur le Président, permettez-moi d'annoncer l'ordre de déroulement des interventions des membres du bureau de l'association. Et merci pour votre attention. Alors, je commencerai par M. Marakchi et M. Chagar. Je demanderai simplement, nous devons gérer une problématique de temps. On devrait terminer vers 12h30, 12h35. Oui, on termine. À vous de répartir le temps disponible à votre convenance. Laissez le temps si on peut, sinon on demandera une réponse écrite parce qu'on ne parle pas les questions. Merci, Messieurs les Présidents. Donc, je parlerai du contexte général et je céderai après la parole à Abed Chagar pour décliner la vision de la SMEX par rapport au modèle de développement des exportations. Donc, le modèle économique actuel au Maroc est centré essentiellement sur la consommation intérieure et sur la demande publique. Et ça a fini par montrer ses limites puisque le taux de croissance stagne à 3,5% depuis une dizaine d'années et les points de croissance génèrent à chaque fois un peu moins d'emplois. Mais nous savons tous que l'emploi se crée d'abord dans les entreprises, mais il faut dire que l'acte d'entreprendre est freiné par différents facteurs tels que le manque de confiance dans les rapports entre citoyens d'abord, mais aussi entre citoyens et entre les entreprises et l'administration, par l'absence d'équité dans les relations économiques, mais aussi par une relation de type paternaliste entre l'administration et les entreprises, à travers un système d'autorisation dérogatoire qui est largement antinomique avec les concepts nécessaires au développement d'une économie ouverte à la concurrence mondiale. Le développement universel de l'économie digitale et des autres nouvelles économies nous semble rendre urgent et nécessaire de passer d'un système de droit dérogatoire avec des contrôles a priori à un système de droit positif basé sur les cahiers de charges et un contrôle a posteriori. Par ailleurs, la mise à niveau des textes réglementaires est encore incomplète par rapport aux différentes évolutions déjà enregistrées, si bien que l'entrepreneur marocain s'estime relégué à un rôle de faire-valoir. Le capital marocain est de ces faits un capital frileux et un entrepreneur frileux. L'acte d'entreprendre est même parfois dévalorisé dans l'imaginaire collectif. Et l'échec est pointé du doigt comme une opprobre. Parce qu'on sait tous que normalement, l'expérience est la somme des échecs passés. Mais le droit à l'échec est quelque chose qui n'est pas fréquent au Maroc. La faible anticipation de gains et la perception excessive des risques annihilent le goût d'entreprendre chez tous, et en particulier chez les jeunes, quelle que soit leur appartenance sociale. Alors que c'est là que se logent les gisements de développement du pays et que ces mêmes jeunes Marocains n'hésitent pas à entreprendre à l'étranger. Il y a 350 000 Marocains entrepreneurs à l'étranger. Ce n'est donc pas une question d'ADN, ce n'est même pas une question d'éducation, c'est bien une question d'environnement. Dans le même temps au Maroc, comme dans de nombreux pays, se sont mis en place des politiques qui gonflent la masse monétaire et baissent les taux d'intérêt, sans pour autant générer de l'inflation. Ce qui prend de la valeur dans ces conditions, ce sont les biens. La valeur des biens augmente et les plus nantis se sentent encore plus riches. Et cela accentue l'économie de rente et réduit d'autant la propension à entreprendre et à prendre des risques. Notons bien d'ailleurs qu'il n'y a pas de correctif au niveau des politiques fiscales pour rétablir cette volonté ou cette propension à entreprendre. Et cette perversion de cette politique de quantitative easing, si elle est générale dans le monde, elle est particulièrement exacerbée dans un pays comme le Maroc. L'épuisement graduel du potentiel de croissance du marché national s'explique aussi par sa taille exiguë et la faiblesse du pouvoir d'achat. L'approche par silo des différentes stratégies sectorielles qui se sont succédées ne s'est jamais attaquée à la notion de marché naturel nécessaire pour atteindre une taille critique pour nos entreprises. De même, il n'y a pas
de stratégie globale de compétitivité de notre économie. Et il est aujourd'hui nécessaire et urgent d'introduire ou de réintroduire tous les facteurs de confiance et de sécurisation de l'acte d'investir et d'entreprendre pour stimuler l'entrepreneuriat. Du point de vue de la SMEX, l'ouverture internationale de notre économie est irréversible. Toutefois, il faut dire qu'elle a été conduite depuis 1994 essentiellement à travers la négociation et la signature d'accords de libre-échange, sans mise à niveau global du cadre réglementaire et compétitif. Pire encore, il y a absence de stratégie concertée par rapport à ces mêmes ALE. Chaque négociation pour chaque accord s'est déroulée de façon isolée et menée à chaque fois par des départements ministériels différents. Cela a conduit le Maroc à ne pas avoir de doctrine pour son commerce extérieur. Nous avons été systématiquement suiveurs par rapport aux demandes des parties adverses. Cela se reflète particulièrement au niveau des produits agricoles et agro-industriels. Nous avons signé 4 types d'accords. Et il y a autant de positions marocaines différentes pour ces types de produits, avec des implications décisives et contradictoires sur notre compétitivité, et partant sur notre propension à investir, à produire et à exporter. Je donne un petit exemple. Avec l'Union européenne et les pays de l'AELE, les produits agricoles d'origine agro-industrielle font appel à la notion d'éléments agricoles. Avec les États-Unis, c'est la notion d'exportateur net qui prévaut. Avec la Turquie, les produits agricoles et agro-industriels sont exclus de l'accord. Avec les Émirats arabes unis et les pays arabes, les importations sont libres. Ça nous fait bien 4 accords et 4 doctrines différentes pour un seul type de produit. Ainsi, l'absence de doctrine qui oriente et régit notre action, l'acteur économique de ces secteurs est parfois soumis à des logiques différentes selon que l'autorité contrôle des produits importés ou contrôle des produits locaux. Quand il s'agit de produits locaux, nous sommes soumis à des obligations de moyens, donc à l'arbitraire du savoir et de l'humeur des contrôleurs, alors que les importateurs sont soumis aux résultats d'analyse, résultats opposables devant les tribunaux ou établis selon des protocoles admis par une autorité supranationale. Comment dès lors s'étonner du recul de l'industrie de la conserve, par exemple, ou de la faible intégration entre agriculture et agro-industrie, même si la cause Umar est le parfait contre-exemple. Si les exportations marocaines sont faibles, c'est parce que depuis la signature des accords de libre-échange, nous assistons à un recul systématique et presque coordonné de la production nationale. La SMEX demande à ce qu'une doctrine du commerce extérieur soit établie et menée par une autorité forte, placée directement sous la tutelle du chef du gouvernement ou du ministère de l'économie, et que toute mesure impactant notre commerce extérieur, à commencer par les ALE, soit menée, évaluée et contrôlée par cette tutelle. Le suivi de ces mesures au niveau des autres départements ministériels restant sous le contrôle de cette autorité. Le président de la SMEX l'a déjà dit, la SMEX considère l'export comme un moteur essentiel de croissance et d'accélération de la transformation économique. Il devrait être refondé pour être un acte naturel qui reflète l'émanation de la compétitivité réelle de notre économie et ne peut pas être issu d'une simple décision publique construite pour des secteurs ciblés en marge de négociation hors du modèle de compétitivité globale. L'investissement stratégique ne peut pas être de même porté par un investisseur opportuniste seul. Et la compétitivité globale de nos entreprises exportatrices doit être perçue selon le baromètre de l'économie mondiale, en particulier sur ses aspects relatifs au coût des intrants et de la fiscalité, mais aussi selon les aspects sociaux et la réglementation. Le Maroc n'est pas un pays bon marché. Entre autres, le coût du travail, rapporté à sa productivité, est le plus élevé de la région et par rapport à tous les pays concurrents. La compétitivité de l'entreprise est gravement affectée par la faible qualité des services liés au transport public, à l'éducation et à la santé et les pressions que cela engendre. Une stratégie volontariste de développement des exportations marocaines s'impose d'urgence. Et cela est d'autant plus vrai que le contexte actuel du commerce international et l'émergence des nouvelles économies disruptives a accentué l'incertitude. Je cède la parole à Sead. Bien, merci. Donc, le constat étant dressé par M. le Président et par Marakchi, donc moi j'ai le privilège de faire les propositions de la SMEX, justement pour la Commission. Et je commencerai par dire qu'on a un peu de chance, parce que la SMEX a démarré depuis plus d'une année une étude fondatrice sur l'offre exportable marocaine. Donc c'est un travail qui a été fait depuis plusieurs mois avec une grande équipe. Sauf qu'il était de notre côté dans cette équipe-là. Il est toujours de notre côté.
Et on a fait un travail, je dirais, je vais le qualifier en termes de méthodologie très intéressant. D'abord inclusif. Pourquoi inclusif? Dès le début, la SMEX a choisi d'ordonner ce travail avec le ministère de tutelle et avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Inclusive aussi parce que dans l'élaboration des constats, du diagnostic et des propositions, nous avons impliqué toutes les fédérations. Donc il y avait des séances d'écoute avec des cabinets, toutes les fédérations. On a fait un peu un travail assez intéressant qu'on peut livrer à la Commission et qui peut être pris comme base pour justement élaborer sa stratégie d'export nationale et créer ce modèle, puisque l'objectif n'étant pas de demander des mesures précises à la Commission, mais plutôt proposer un modèle. Donc inclusif, je disais, parce on s'est concerté avec toutes les fédérations, inclusive aussi parce qu'on s'est concerté avec toutes les régions. Donc il y avait des réunions régionales, localisées, donc à l'Aïeul, à Oujda, à Tanger, à Marrakech, partout. Ça nous a permis d'écouter toutes les parties, leur évaluation de la situation, leurs objectifs, leurs ambitions, etc. Inclusive aussi, et je terminerai par ce point-là, pour démontrer cet aspect des choses, parce qu'on a tenu compte de l'état des lieux et surtout des politiques sectorielles. Donc, le plan d'accélération industrielle, Maroc vert, Aliotis, toutes les politiques, qui ont fait beaucoup de bonnes choses, il faut le reconnaître, mais qui ont certaines limites dont on a tenu compte justement pour élaborer ce modèle. Des limites que tout le monde aujourd'hui peut-être connaît, de convergence, de mutualisation, d'harmonisation, etc. Des politiques qui ont fait beaucoup de résultats positifs, mais qui sont restés en silo et très peu de communication et d'interaction entre les politiques. Donc, je vais présenter, j'ai 12 slides. Donc, moi, je préfère faire une présentation PowerPoint, ça me permet de me guider. Donc, j'en ai pour 10-15 minutes pour finir. D'abord, le constat a été dit précédemment par Monsieur le Président, mais je le rappelle très vite. Tout le monde le connaît, mais c'est très important. Ici, c'est une étude qui a démontré et qui a apporté des éléments factuels par rapport à ce constat. La part du Maroc dans l'exportation mondiale, à peine 0,15%. C'est pas étonnant comme chiffre parce que aussi il faut tenir compte de la part du PIB marocain par rapport au PIB mondial. Mais on a plusieurs pays, par exemple, qu'on a pris comme benchmark, qui surperforment. C'est-à-dire leur part dans l'exportation internationale est 3 fois, 4 fois leur part de PIB dans le mondial. Et nous pensons que le Maroc n'a pas de choix. D'ailleurs, on est sur notre lancée et nous sommes très optimistes au sein de la SMEC, ça c'est très important de le dire. C'est que nous pensons que nous pouvons doubler, tripler cette part très facilement, très rapidement, en adoptant un bon modèle et le mettre en œuvre. Et Monsieur le Président l'a dit, il y a 2 pays qui s'accaparent presque 50% de nos exportations, la France et l'Espagne. Mais je dirais un constat encore plus éloquent. Il faut savoir que toutes nos exportations, quasiment la totalité, ils vont vers le 1/3 du marché mondial. C'est-à-dire il y a 2/3 du marché mondial d'importation dans lequel nous ne sommes pas présents. Donc pour des raisons historiques, culturelles, de facilité, et parce qu'aussi, sur certains métiers comme l'agriculture par exemple, pour la pêche, c'est pas nous qui sommes allés à l'étranger pour exporter, c'est les gens qui sont venus chez nous pour chercher à importer. Donc il y a un mindset sur lequel il faut travailler avec les professionnels et avec l'administration comme partie prenante. Donc je ne vais pas détailler la faible diversification de nos exportations, principalement l'agriculture. Ces derniers temps, les métiers mondiaux du Maroc qui ont fait des performances extraordinaires à saluer naturellement, mais malheureusement, en parallèle, après on peut démontrer ou ne pas démontrer la liaison, en parallèle, beaucoup de secteurs industriels marocains qui étaient forts localement et aussi à l'export, malheureusement, ils ont perdu de la place, du poids, et c'est Hakim avant moi, on en a parlé. Bien surtout, les ALE sont déficitaires, et là, c'est un constat. Maintenant, on peut en tirer beaucoup de conclusions. Ça ne veut pas dire que c'est toujours négatif. Comme l'a rappelé d'ailleurs Monsieur le ministre de l'Industrie dernièrement, dans un accord de libre-échange, il ne faut pas seulement voir le déficit commercial qu'on fait avec le marché avec lequel on est d'accord. Il faut intégrer parfois les IDE, CDE, la diaspora marocaine, les transferts de devises, etc. Donc c'est une évaluation globale à faire. Eh bien, et on va insister, c'est là où nos recommandations vont aller, sur le rôle de l'État. Nous pensons que l'État doit jouer un nouveau rôle aujourd'hui dans une nouvelle stratégie nationale de l'export. L'État doit être une partie prenante, un stakeholder parmi d'autres,
doit pas être elle qui prend la décision. Parmi les parties prenantes, nous pensons qu'il faut impliquer le secteur privé et sa tête, la SMEX. C'est parce qu'on en fait partie, on fait partie de notre association, parce que la SMEX elle a l'avantage d'agréger la quasi-totalité des exploitateurs marocains. Et là, l'avantage dans ces dernières années de pouvoir peut-être, parmi elles, dans ces organes de gouvernance, d'avoir des industriels, des professionnels de haut niveau qui aujourd'hui ont pu travailler, élaborer ce travail-là. Donc, ce que nous demandons, d'abord, une gouvernance efficace et anticipative. Et on va le démontrer par la suite. Donc ça, c'est les objectifs. On veut, et ça, il y a des mesures qui sont spécifiquement pour l'export, mais naturellement, il y a des mesures qui sont transverses. Si le Maroc les entreprend, ils vont avoir un impact positif sur l'export, mais aussi sur d'autres métiers, comme l'industrie. Nous pensons qu'il faut naturellement encourager l'export, le développer, et il y a une opportunité qui s'offre au Maroc aujourd'hui. Et on a prouvé comme quoi on était capable d'en saisir une partie, mais on peut saisir encore plus d'opportunités. Mais nous pensons qu'il faut privilégier davantage l'industrie exportatrice. D'abord l'industrie en général exportatrice. Et une des mesures phares que nous réclamons, c'est une lutte sérieuse contre l'industrie, l'informel industriel. Je pense on ne demande pas que le Maroc entreprend une politique générale de lutte contre l'informel, parce qu'il y a des questions sociales, etc. Il faut préparer, je pense, il y a des stades. Mais par contre, l'informel industriel, parce qu'il a l'inconvénient d'abord, c'est de la destruction de la valeur. Et on peut le démontrer très simplement. Et je le démontre par le secteur dans lequel moi j'opère. Je suis dans la peinture. Nous sommes une cinquantaine de sociétés formelles, mais on a autant de sociétés informelles. Et je peux vous dire, la part de marché de l'informel industriel dans la peinture dépasse la part de marché de Colorado. Société cotée en bourse qui fait 10% d'export, qui export dans un vingtaine de pays. Et c'est une concurrence déloyale, mais c'est aussi destruction de la valeur, des richesses, puisque la fiscalité, etc. Nous pensons que c'est une recommandation forte que nous soumettons à votre commission, c'est qu'il faut l'ériger comme un axe prioritaire de développement de l'industrie. Ça, c'est très important. En appliquant toutes les parties prenantes, et je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Appliquer la préférence nationale dans les marchés publics. Donc, on essaie de le faire ces dernières années, il y a la volonté de le faire. Et on est entre Marocains, il faut de la volonté, il faut de l'intelligence de le faire aussi. On n'est pas obligé de parler parfois de certaines mesures. Par exemple, on peut donner des subventions, il ne faut pas parler de subventions. Parce qu'il y a des accords internationaux, vous le savez, l'OMC, ce genre de choses, ils font attention à certains termes, etc. On peut parler de barrières tarifaires, mais sans les citer. On peut parler et ça, justement, on en parlera plus tard. Et il y a toute une mise à niveau réglementaire, normative à faire pour tous les secteurs, pour protéger d'abord la valeur ajoutée marocaine, la production marocaine, et aussi protéger le Maroc des importations massives, je dirais, je m'excuse pour le terme, sauvages, qui sont en train d'inonder le marché marocain et qui nous empêchent justement de se développer. Donc, je parlerai d'un dernier point. Donc, c'est les ETI. Je saute par moment parce que dans mon discours, parfois, je parle à l'avance de certaines idées. Nous pensons, une mesure phare aussi qu'on veut mettre en avant, et la SMEX essaie de le défendre ardemment, c'est ce qu'on appelle les établissements à taille intermédiaire. C'est très bien d'encourager les TPE, les PME, c'est très bien. Ça, le Maroc essaie toujours de faire des politiques, plusieurs ont apporté des fruits, plusieurs n'en ont pas apporté. Il y a encore des mesures qui ont été lancées dernièrement en termes de financement des TPE, PME. Mais si on veut changer la donne, si on veut doubler, tripler, on va être ambitieux dans nos objectifs, je suis désolé, ce n'est pas les TPE qui vont faire la différence. C'est, Monsieur le Président en a parlé, c'est les champions nationaux, mais je préfère qu'on parle, pour éviter encore ce terme-là qui peut gêner, qui peut d'ailleurs être sujet à diverses interprétations, on parle des établissements à taille intermédiaire. Aujourd'hui, les entreprises qui font plus de 200 millions de dirhams jusqu'à 1 milliard de dirhams au Maroc ne profitent d'aucune incentive. Ils sont hors champ, par exemple Maroc PME, ils sont hors champ des PME, PMI, etc. Et pour pouvoir réussir à l'export, d'abord, il faut que l'entreprise puisse réussir localement.
Et on a pas mal d'entreprises à taille intermédiaire dans l'industrie, dans plusieurs domaines. La peinture, en l'occurrence, puisque j'en profite. Mais je suis un ex-câblier, donc dans les câbles aujourd'hui, dans ces deux secteurs par exemple, où j'ai une connaissance assez intéressante, la capacité installée au Maroc, industrielle, c'est 2 à 3 fois le besoin national. Et nous avons des champions dans les deux secteurs. Mais c'est le cas dans d'autres secteurs. Il faut qu'on puisse identifier, il faut avoir une politique continue, progressive, d'identification des ETI et d'accompagnement par des programmes one-to-one avec des exigences. C'est-à-dire, je fixe des objectifs à atteindre en termes de création d'emplois, de richesse et même d'export, moyennant des avantages, avec un suivi. Si on peut, par exemple, la première année faire une cinquantaine de TI, la deuxième année une centaine de TI, on peut suivre par des départements associés. Donc, rapidement, troisième slide. Donc, ça a été dit, je vais passer très, très vite. Nous, la stratégie de l'export, nous voulons, depuis longtemps on le demande, mais maintenant c'est l'occasion, de créer un comité tripartite avec le ministère qui s'appelle le COPEX pour piloter sa stratégie. Pour avoir, il y a des organes, on va dire, subalternes qui vont l'aider à le faire. Il y a un observatoire que nous demandons de créer. Monsieur le Président a parlé du CNCE. Il y a la marque Made in Morocco, je ne vais pas en parler pour ne pas empiéter sur le discours de mon camarade. Il y a développé un corps de négociateurs. Ça, c'est une expertise qu'il faut développer. Ce n'est pas à l'occasion. Ce qui s'est passé durant les accords d'échange au Maroc, c'est à l'occasion. Quand on avait un accord qui se présentait, on avait des gens qu'on devait chercher, les meilleurs, très rapidement pour pouvoir négocier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bons, mais l'idée, c'est d'en faire une expertise, avoir un corps de négociateurs à alimenter en permanence, à préparer en permanence, qui permettent de revoir les accords déjà en place, mais aussi aller chercher des accords qui sont en nos faveurs. On ne doit pas aussi, là aussi, en termes d'accords, qu'on vienne nous chercher pour faire. On peut aussi aller nous anticiper pour créer des accords de libre-échange. Et nous souhaitons, et ça c'est peut-être une mesure, mais dans l'ensemble, que les moyens des associations comme la SMEX puissent être augmentés naturellement pour permettre un fonctionnement fluide et facile. Donc je finirai je vais sauter ce slide, pardon, on va aller vite. Donc, on a parlé d'observatoire. Je saute ce slide. J'ai fini. Je finirai sur une idée, une dernière proposition. Donc, ce COPEX devrait permettre aussi l'accès aux données. Il y a un problème d'accès aux données. Par exemple, et pourquoi l'accès aux données, c'est très important. Je suis désolé, je donne encore l'exemple avec le secteur de la peinture. Le Maroc produit, la production nationale, c'est 3,8 milliards de dirhams de peinture. Ce qui s'apporte, c'est 1,2 milliard de peinture. Et la capacité installée, c'est 3 fois le besoin national. Mais on ne peut pas avoir l'information qui rentre comme produit et qui achète le produit. Dans une stratégie de substitution des importations, quand l'industrie marocaine est présente, permettra justement de développer, de renforcer d'abord les industries locales, de réduire les importations, donc et pas l'occasion améliorer la balance commerciale, mais aussi faire de ces entreprises des champions des ETI qui pourront justement aller à l'export. Donc je finis, je donne à Hakim pour faire un complément. J'aimerais juste apporter une précision sur le plan fiscal. C'est-à-dire que la compétitivité fiscale est un élément essentiel et tout le monde sait que la mondialisation n'a pas résolu le problème, enfin aucun pays presque, jusqu'à il y a quelques années, n'a résolu le problème de la fiscalisation de la solidarité nationale. C'est-à-dire qu'il y a un système de solidarité nationale au Maroc qui est peu efficient, parce qu'on sait que les gens qui contribuent au système sont relativement peu nombreux par rapport à la population active globale. On sait qu'il y a 1 200 000 personnes qui contribuent mensuellement, c'est-à-dire chaque mois des 12 mois de l'année, au niveau de la CNSS, et le code du travail s'applique uniquement à cette faible proportion. Il nous faut une fiscalité adaptée à la mondialisation. Il faut réhabiliter la valeur du travail, parce que le travail est finalement le revenu le plus taxé au Maroc. Et donc c'est normal que les gens n'aiment plus beaucoup travailler. Et la production nationale et l'exportation elle-même est taxée, c'est-à-dire la production nationale est davantage taxée que l'importation. Le travail génère des impôts et des prélèvements qui contribuent à la solidarité nationale, et toute production au Maroc laisse une empreinte sociale que n'ont pas les produits importés, en provenance des accords
des zones des accords de libre-échange. Il est nécessaire de rétablir l'équité dans ce domaine pour promouvoir industrie et valeur ajoutée nationale. Et nous proposons pour cela, enfin je reviendrai peut-être avec l'association sœur de la SMEX à ce niveau-là, c'est mettre en place de nouveaux types de prélèvements qui touchent indifféremment production locale et importation. Ceci pour déplacer le financement de la solidarité qui est actuellement fait par la taxation du travail et la taxation de la production vers une taxation de la consommation et des hauts revenus. Je prends pour exemple l'éthique, la taxe sur la consommation intérieure qui serait calculée sur le volume ou le poids des produits et avec un système qui serait apparenté à la TVA, comme la TVA sociale au Danemark ou au Japon, ou bien la contribution sociale généralisée en France qui taxe plutôt les revenus. En contrepartie, bien sûr, il s'agirait de réduire les prélèvements sociaux, en particulier sur les bas salaires. Ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on pourra se remettre à embaucher les gens, parce qu'aujourd'hui, le coût du travail est très élevé. J'ai d'autres propositions au niveau du contournement du Code du travail sans l'amender obligatoirement. Nous avons besoin de davantage de normes et de réglementations. Et les normes et les réglementations devraient améliorer la transparence fiscale au niveau des entreprises citoyennes en contrepartie d'accords de branche qui permettraient des avantages et des incitations à la fois fiscales et sociales pour les entrepreneurs sociaux. Merci. Moi, je voudrais vous parler de la formation et de l'importance de la formation, toujours en ligne avec la volonté royale. L'éducation, la formation et l'éducation doivent être au centre de nos préoccupations. Parmi les propositions que la SMEX fait, d'abord une gestion bipartite de la formation professionnelle, de telle sorte à pouvoir mieux l'orienter. Le deuxième élément, c'est encourager aussi et récompenser la recherche et développement, mais aussi la qualification professionnelle. Le troisième point, et ça c'est un élément qui nous semble vraiment central, c'est intégrer dès le plus jeune âge l'éducation à la volonté, à l'acte d'entreprendre. Aujourd'hui, l'acte d'entreprendre, comme l'a dit si Hakim, c'est un petit peu comme un échec, quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un entreprend, on est en train de le voir avec ses lunettes et attendre le moment où il trébuche, le moment où il tombe. Et ça, il faut absolument que dès le plus jeune âge, on puisse apporter la plus grande sécurité à l'enfant, que quand il a l'échec, ben, ça fait partie aussi de l'expérience. Aussi, encourager l'acte d'entreprendre aussi, c'est les jeunes diplômés. Et enfin, renforcer et exiger l'enseignement des langues. L'arabe et le français ne suffisent plus aujourd'hui. Il faut au moins, aujourd'hui pour moi, ne pas avoir l'anglais, c'est être analphabète, quoi. Parce que dès qu'on dépasse la France, nous sommes dans les pays nordiques et les pays de l'Est, la France, le français ne suffit plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais vous parler effectivement de l'entreprise. J'ai une expérience de 50 ans dans le domaine de l'entreprise. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs, notamment l'électricité, le textile, l'eau, les entreprises de l'eau et l'agriculture. Comme vous le savez, il y a une trentaine d'années, le marché marocain était très petit et on ne pouvait pas faire des grandes entreprises, donc on était obligé de passer de secteur en secteur pour pouvoir se développer. Donc j'étais pratiquement dans 4 secteurs. Il y a 2 secteurs où j'ai subi des échecs. Et malheureusement, dans ce pays, on n'a pas droit à l'échec, on a droit qu'à la réussite. L'échec n'est pas reconnu. J'ai assumé et j'ai fermé les entreprises, j'ai payé les banques, j'ai payé les employés, j'ai payé tout le monde. Et c'est comme ça que je suis encore debout, parce que si je n'avais pas payé les banques et le personnel, je ne serais plus là. On m'aurait fermé les robinets. Donc il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là pour que l'entreprise puisse survivre, puisse
que tout le monde puisse bénéficier des échecs des entreprises. Donc je vais parler surtout des secteurs où il y a eu une réussite. J'étais président de la Fédération nationale de l'électricité et de l'électronique, la FENELEC, dont je suis président d'honneur aujourd'hui. Il y a eu un programme d'électrification rurale. On est passé pratiquement de 10% à 98%. Et heureusement, les frontières étaient encore fermées à l'époque. Et l'entreprise marocaine, l'industrie marocaine a bénéficié de ce programme parce qu'on a fait confiance à ces entrepreneurs et ce capital. Et on a pu créer beaucoup d'industries, toutes les industries qui ont contribué au secteur électrique, c'est des industries marocaines. 70 à 80% de la réalisation de l'électrification rurale a été réalisée par l'industrie marocaine. Comme l'a dit Sichagar, aujourd'hui, nous avons des usines de câbles, nous avons des usines de transformateurs, nous avons des usines de matériel électrique et nous exportons, nous avons pris notre place en Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone. Un petit peu en Europe, mais ça s'arrête là. Alors que ces usines, on aurait pu exporter sur l'Afrique anglophone, sur l'Europe, sur l'Amérique. Moi-même, après l'accord de libre-échange, quand on a signé avec les États-Unis, on a été invité et j'ai fait des déplacements avec mon équipe de la FENELEC et on a visité, on a vu qu'il y a les États-Unis, certains produits électriques ne sont plus fabriqués aux États-Unis. Ils sont fabriqués en Amérique du Sud. Tout est importé. Et il y a une place pour le Maroc. Seulement, ces industries, toutes les études et les produits fabriqués sont destinés aux pays francophones. Ils ne sont pas destinés aux pays anglophones. Donc, ces industries ont besoin d'accompagnement. Je ne dis pas de subvention. Je dis d'accompagnement. Nous avons besoin, par exemple, de faire de la recherche et développement pour développer les produits qu'on peut commercialiser dans ces pays anglophones. Nous avons besoin de faire des essais. Quand on développe un produit pour ces pays, nous devons faire des essais et des essais qui coûtent excessivement cher. Nous avons donc besoin d'accompagnement. Ça, c'est tout de suite et c'est un marché qui est là. Les États-Unis importent tout, l'Europe importe tout. Seulement l'Europe, c'est un autre problème. L'Europe, elle crée des barrières non tarifaires. Et là aussi, nous devons également se préparer à ça et nous devons accompagner les entreprises pour qu'elles puissent faire face à ça. Donc il y a ce secteur, il y a le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau aussi a été développé au Maroc. Les premières années, donc le Maroc s'est occupé d'alimenter les villes et les villages en eau potable. Et c'est l'entreprise marocaine qui a contribué à ça. Il y a eu des industries, l'agriculture aussi, les équipements agricoles, les équipements des périmètres. Tout a été réalisé par l'entreprise marocaine parce qu'on a cru à l'entreprise marocaine. Seulement, il y a un programme qui est venu après, c'est l'assainissement. L'assainissement, le traitement de l'eau, l'épuration. Et malheureusement, pour ça, on n'a pas donné de chance à l'entreprise marocaine. Et ce sont les entreprises espagnoles, les entreprises portugaises, françaises qui ont travaillé. On n'a donné aucune chance. Et c'est dommage parce que là, on aurait pu également se développer en Afrique et on aurait pu développer nos compétences en Afrique. Donc là, il y a des choses à rattraper parce que c'est quand même perdu. Sa Majesté vient d'annoncer un ambitieux programme justement dans le domaine de l'eau. Et là, je fais appel à ce qu'on accompagne les entreprises pour qu'elles puissent être présentes dans ce secteur et non pas les grandes entreprises parce que c'est les grands groupes qui vont venir tout rafler. On a eu une expérience dans le domaine des autoroutes. Les autoroutes, les premiers appels d'offres qui avaient été lancés un seul lot. Par exemple, Casa-Marrakech, c'est un seul lot. Et à l'époque, j'étais membre de la Fédération des bâtiments et on a bataillé pour que ce soit saucissonné. Et ça a été coupé en 4 lots. Et le résultat est là aujourd'hui. Les entreprises marocaines non seulement travaillent au Maroc, mais elles travaillent en Afrique. Elles font des autoroutes en Afrique. Donc quand on donne une chance à l'entreprise marocaine,
elle réussit. Donc, je voulais également parler d'un sujet dont si Chagar en a parlé, c'est les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est très, très important. On a besoin de ça. C'est ces entreprises à taille intermédiaire qui peuvent tirer les PME en haut, qui peuvent les accompagner et les aider à se développer. Et je vous remercie. Finalement, c'est moi. Donc, Monsieur le Président, honorables membres de la Commission, donc on a parlé de l'export. En matière d'export, le rôle de l'immatériel est important. Il y a quelques années, le Maroc a fêté ses 12 siècles. On s'est arrêté sur notre passé en faisant une projection sur l'avenir. Et cet avenir, on l'avait constaté déjà dans des études, dans des projections. Et aujourd'hui, nous devrons exister aussi par l'immatériel. Donc, il s'agit de se pencher sur notre avenir. Le matériel, et le Maroc, comme vous avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, est producteur de produits matériels. Il est aussi producteur de biens immatériels. Et Sibn Moussa, il fait aujourd'hui des transferts de technologies donc, à l'étranger. Et aujourd'hui, l'entreprise marocaine ne représente que 0,3 en matière de services. Là, c'est Mchat et Sibn Moussa. Ah, c'est Mchat, c'est lui qui fait l'export. Voilà, d'accord. Qu'il s'agit de matérialiser et aujourd'hui, il s'agit de modéliser la protection de notre immatériel à l'étranger. Parce que c'est géré par des conventions internationales, parce que c'est géré par des traités internationaux, notamment les règles de l'OMPI, les traités de Berne, les règles de l'OMC. Il n'y a jamais aujourd'hui une réunion internationale sans parler aujourd'hui de la production immatérielle, que beaucoup de pays, beaucoup de nations développées considèrent que c'est la priorité des priorités. Donc il s'agit aujourd'hui, dans le nouveau modèle de développement, de prendre en considération cette partie de la production immatérielle. L'Institut royal des études stratégiques a attiré l'alarme sur notre position au niveau international, sur aujourd'hui la non-protection, parce qu'on considère aujourd'hui que nous sommes en mesure d'envoyer des pommes de terre, nous sommes obligés, en moyen d'envoyer du vrac, mais jamais de la valeur. La valeur vient d'abord du packaging, des essais modèles, vient de la marque et vient d'autres. Donc, nous, en tant que secteur privé, tout particulièrement la SMEX, nous sommes prêts aujourd'hui à apporter notre modèle de développement sur cette partie dans les meilleurs délais et surtout en mode solution. Nous ne posons pas uniquement un problème et on dit c'est les autres qui vont les résoudre. On doit aujourd'hui contribuer par notre dynamique, par notre réflexion à faire évoluer les traditions et valoriser la marque, les dessins et modèles, les brevets autour de la marque Made in Morocco. Donc on vous donne rapidement une information, c'est que le 21 février 2020, on a déposé la marque Made in Morocco avec d'autres signes distinctifs qui va s'accompagner aujourd'hui avec d'autres valorisations au niveau de la publicité, au niveau de la promotion, parce que notre produit doit être connu pas uniquement au niveau de l'exportateur, il doit être connu au niveau du consommateur. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un environnement concurrentiel. Ce qui se fait comme différence, c'est au niveau de la marque, au niveau du label, au niveau de la certification. D'où l'intérêt aujourd'hui qu'on travaille avec le secteur public, le secteur privé, parce qu'il y a une complémentarité entre le producteur, le distributeur, pour que demain, on ait notre part de marché. Donc il s'agit aujourd'hui de faire des actions rapides au niveau juridique, Maroc et l'étranger, parce que c'est une obligation, au niveau économique, au niveau marketing, au niveau aussi valorisation de notre patrimoine au-delà de la marque. Parce que nous avons une tradition et le Maroc est bien placé. Chaque fois qu'on parle du Maroc, on parle du Maroc de la tradition et au Maroc de la modernité. N'oublions jamais que notre passé, on ne l'oublie jamais, mais on doit anticiper le futur. Et cette collaboration se fera avec l'OMPIC,
avec le BMDA, c'est le Bureau marocain de droit d'auteur qui joue un rôle déterminant, mais avec d'autres acteurs, parce que la recherche-développement en matière de maîtrise des circuits de distribution à l'étranger est importante. Mais pour pouvoir maîtriser aujourd'hui les circuits de distribution, le consommateur final, c'est que nous avons un handicap qui est important. Nous pouvons développer des négociateurs pour les traiter, mais nous n'avons pas aujourd'hui de négociateurs pour vendre nos produits dans le cadre des circuits de distribution. Il va falloir aujourd'hui, et là Moulay Youssef vient de le présenter, c'est dans le monde de l'export et de la grande compétitivité, la maîtrise des langues étrangères doit être une nécessité absolue pour pénétrer les marchés internationaux. Il s'agit de mesurer aujourd'hui nos pertes de marché à cause de la non-maîtrise de langues étrangères en tant que négociateur ou demain en tant que producteur. Et je vous remercie. Non, je n'ai pas besoin, je n'étais pas prévu que j'intervienne. Je voulais juste retenir votre attention, Monsieur le Président, sur un point, pas plus, et je vais m'arrêter. Nous sommes passés maintenant à la troisième étape de la réforme agraire, après la récupération des terres, après le plan Maroc vert, on est maintenant à la génération green. Je n'ai pas vu passer dans ce programme l'inclusion des espaces forestiers marocains. Je voudrais vous dire quelque chose à ce sujet. On pense que d'ici 2080, la saharisation atteindrait la Méditerranée. C'est un problème assez grave. Le Maroc dispose des étendues immenses. Le Maroc ressemble sur le plan climatique, un exemple particulier, au Portugal. Le Portugal aujourd'hui, il a un impact sur le commerce européen en matière de produits forestiers et dérivés extraordinaire grâce à une meilleure gouvernance de ces espaces. Et le déficit dans le domaine des produits forestiers et dérivés, emballages, etc., eh bien, il ne fait que s'accentuer tous les ans à un rythme de 5 à 8%. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bientôt aussi, la concurrence en matière d'exportation se fera sur la notion de la protection de l'environnement et surtout sur la production du propre, tout ce qui touche carbone, décarbone, parce que ça risque demain d'être un moyen de nous bloquer au niveau des entrées de nos produits au niveau des pays comme l'Europe. Et aujourd'hui, il y a même pour acheter un t-shirt à 15 dirhams, on vous impose une clause contractuelle. Est-ce que le t-shirt qui va être porté en Europe est produit à partir des énergies renouvelables au propre? On a discuté hier avec vous pour qu'on puisse faire rapidement des propositions parce qu'il y a une nécessité de prendre en considération ce handicap qui est déjà programmé. Je voudrais ajouter un point sur ce point, Monsieur le Président. Nous allons assister au cours des prochaines années à une catastrophe sur le plan de nos exportations si nous n'intégrons pas l'élément carboné dans nos produits. Je crois que c'est la future menace qui pèse sur l'industrie marocaine exportatrice. Et il y a des idées, en ce moment, il y a des idées. La première idée qui reviendrait, ce serait, pourquoi pas, je le dis comme ça, pourquoi pas utiliser l'électricité verte marocaine dans les produits exportés. C'est déjà une première étape qui permettrait déjà, et moi je m'attends à des décisions assez graves de l'Union européenne en la matière. Deuxième chose, pourquoi carrément ne pas essayer d'intervenir pour qu'on puisse, ce monopole qu'a l'ONE sur la fabrication d'électricité et son programme de 2 gigawatts, etc., pourquoi ne pas essayer d'adoucir les mœurs dans ce domaine? Ce serait important parce que ça permettrait de créer des zones industrielles, régionales, spécifiques avec, je dis bien, avec des équipements verts
pour produire l'électricité et permettre à ces entreprises, et je m'attends moi à une catastrophe lorsqu'on parlera des produits de la pêche au sud du Maroc, eh bien, à un moment donné, vous aurez une décision qui va tomber raide de l'Union européenne en demandant à ce que la farine de poisson, je dis comme ça, les produits, etc., que nous fabriquons et nous congelons, eh bien, ils arrivent sans la notion de décarboner. Voilà, merci. Je m'excuse d'avoir pris le... La parole, avant de répondre, C'est très simple, une petite proposition. Les industries aujourd'hui, toutes les industries ont été équipées en énergie solaire très facilement. Et ils auront de l'électricité. On peut faire 40 à 50% d'électricité par le solaire. Il suffit d'un peu de pouce de gouvernement. Subvention. Pas de subvention. J'allais vous en parler. Est-ce que je peux ajouter un mot? Je l'ai laissé de côté, Monsieur le Président, j'ai laissé de côté la subvention. Non, non, je ne parlais pas de subvention. Aujourd'hui, lorsqu'on s'équipe en plan solaire, il y a un projet en ce moment au Maroc qui est en train d'essayer d'être élaboré. Aujourd'hui, l'électricité verte ne coûte pas cher lorsqu'on ne fait pas de stockage d'électricité, lorsque l'usine tourne seulement entre 9h et 8h du soir. Et de manière générale, le payback ne dépasse pas 5 ans. Je voulais l'ajouter. Seulement la TVA et le problème. Et des terrains. Il faut les terrains et la TVA. bon, alors, la fin pour la fin. Déjà, comme mes collègues se sont présentés à titre privé, je voudrais dire que moi, je suis dans un groupe, nous sommes dans les engrais phosphatés, potassés, azotés, et nous sommes dans le trading international. Alors, mes choix, la chose la plus difficile, c'est d'essayer de synthétiser, mais très rapidement. Hein. Je vous promets que je ne prendrai pas plus de 5 minutes. Tout ce que nous avons entendu, vous avez vu l'étendue des problèmes, etc. Au niveau de la SMEX, je vais quand même dire 2 chiffres rapides qui n'ont pas été dits. Aujourd'hui, nous avons 30 000 entreprises importatrices et 5-6 000 entreprises exportatrices. Les 30 000 entreprises importatrices, le taux de mortalité est pratiquement inexistant. Et sur les sociétés exportatrices, il y a un taux de mortalité qui est de 50%, avec un taux de naissance qui est de 50%. Donc nous avons sur la longue durée exactement les mêmes chiffres. Alors, pour synthétiser de ce qui a été dit, vous savez, la SMEX travaille aujourd'hui sur un schéma que l'on peut appeler un schéma de tripier. C'est-à-dire, vous avez le premier, c'est l'offre exportable, le panier de l'offre exportable. Nous avons des chiffres qui sont très bas aujourd'hui. Donc, d'où l'étude qui a été annoncée. Nous avons des produits qui ne sont pas intégrés suffisamment, d'où les problèmes de valeur ajoutée sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et d'ailleurs, à ce titre, pour la première fois, la SMEX s'intéresse aux importations. Nous nous intéressons aux exportations, nous nous intéressons aux importations parce que, en étant exportateur, le gros de nos inputs vient de l'extérieur. Et nous sommes en train de batailler sur des choses qui sont très anciennes, mais qui n'ont pas vu le jour encore, comme le statut de l'exportateur indirect, comme le financement ou la subvention aux sociétés enclavées, etc., etc. Donc, premier tripier, c'est l'offre exportable. Le deuxième tripier, c'est la compétition. La promotion à l'international. Non, la compétition. C'est la compétition. C'est le pôle de C. Chagar. Rappelle-moi C. Chagar, ton pôle. La compétitivité, la compétition, la compétitivité. Alors, la compétitivité, vous avez entendu, ça va dans tous les sens, tout le monde s'en occupe, et finalement, on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait aujourd'hui se fait selon le modèle des silos. Hein? Quelqu'un m'a dit hier qu'il y a des principautés au Maroc. Chacun considère qu'il a son territoire, ses frontières, son étanchéité, etc.
pour tout ça, il faut le faire sauter de manière à créer des convergences. Nous avions la Commission nationale de la compétitivité au ministère de l'économie que gérait notre ami Chafiqi, qui est aujourd'hui en hibernation, qu'il va falloir réactiver le plus vite possible, et il va falloir revenir, et avec Omar et combien on avait travaillé sur ça au niveau du Conseil national du commerce extérieur, revenir sur les coûts de facteurs de production. La compétitivité est un générique. Il faudrait aller de manière verticale sur toutes les données concernant ce problème majeur. Et aujourd'hui, au sein de la SMEX, nous avons donc un pôle qui s'occupe uniquement de cette chose. Nous avons bien entendu le troisième, c'est l'international. C'est l'organisation de la promotion, la fédération de la promotion. Vous savez bien qu'il y a une cacophonie, vous savez bien que tout le monde s'en mêle. On vient de parler du Miden Morocco. Tout le monde a son Miden Morocco. Et donc, ces tripiers se télescopent au niveau d'un certain nombre de ministères. Et nous avons dit depuis très longtemps, et dans l'organisation qui est faite aujourd'hui, non seulement nous avons essayé au sein de la SMEX d'avoir une vision globale qui part de ces trois choses qui sont... Il n'y a pas autre chose, il n'y a que ces trois choses. Hein, il n'y a que ces trois choses. Hein, mais il faut le faire également avec les autres. De manière fédérée. Pourquoi? Parce qu'il faut organiser le secteur privé marocain. Si on veut faire un partenariat avec l'administration, si on veut faire ce fameux PPP, il faut que le privé s'organise, il faut qu'on sache qui fait quoi. Sinon, voilà, chacun va faire son étude, chacun va venir avec des chiffres, chacun va venir avec des choses. Et moralité, nous restons avec un taux de croissance de 3,5% et nos produits resteront avec la taille qu'ils ont aujourd'hui, qui ne permet pas de compétitivité et qui ne permet pas d'augmenter les chiffres que nous souhaitons augmenter. Voilà. Alors donc c'est à partir de là, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, à partir de là que nous avions depuis quelques années, Monsieur le Président, proposé la création d'un comité de pilotage des exportations, dans lequel il y aurait toutes les plateformes dédiées à l'export. Bien entendu, avec un secrétariat permanent qui serait donné à la SMEX. Uniquement parce qu'il y a une expertise, et uniquement parce qu'il y a une veille, et nous pouvons être utiles à ce niveau-là. Voilà, je crois, sinon... je pense que tout a été dit. Merci beaucoup. On est dans les temps. Dans les temps. Voilà. On va bien écouter la commission s'ils ont des remarques. Je propose, on a un petit quart d'heure. Peut-être je vais passer la parole aux membres de manière à ce qu'ils puissent, s'il y a des interrogations qui peuvent être soulevées, quitte à ce que les réponses puissent être faites ultérieurement par écrit, hein, compte tenu du temps disponible. Bon, il y avait quelques... Merci beaucoup, Monsieur le Président et mesdames les membres de la SMEX. Moi, comme vous l'aurez compris, je parlerai de l'immatériel. Comme vous avez discuté de vos propres spécialités, moi je ne me permettrai que de discuter de la mienne. Donc en fait, aujourd'hui, par rapport donc à la compensation R&D, moi je poserai des questions assez ouvertes là-dessus. Donc aujourd'hui, on a quand même fait du benchmark de par donc le groupe, vu qu'on travaille avec des clients à l'international, pour savoir quels sont les modèles aujourd'hui qui sont faits par rapport au subventionnement, par rapport à la compensation de la R&D, que ce soit dans le cadre de PPP ou que ce soit dans le cadre de subventions sectorielles, de par les spécificités d'un pays et d'un autre. Et donc, j'aimerais quand même avoir votre vision un peu plus en détail. Vous pouvez le faire en écrit par la suite, on en discutera. Par rapport donc à votre vision de
comment vous voyez la meilleure façon aujourd'hui au Maroc, avec le budget qu'a l'État, avec les dispositions en place pour la compensation, le subventionnement de la R&D. Deuxième point, par rapport donc à la création de champions, moi je comprends bien sûr dans l'aspect industriel, c'est une réflexion qui s'est faite depuis longtemps par rapport aux ETI, mais aujourd'hui, et vous en avez parlé, le fait qu'on a des entreprises, notamment en Égypte, comme Karim, qui a en 5 ans, aujourd'hui, si on faisait les calculs, ça représenterait un petit peu ce que nous on exporte. En l'espace de 5 ans, on a une sortie qui a permis en fait cette dynamique. Est-ce que vous avez poussé une réflexion par rapport à ce sujet de des entreprises ou là des secteurs à potentiel exponentiel par rapport à la croissance? Donc et des modalités en fait de support là-dessus. Et je pense que je terminerai sur donc l'aspect patente. Donc aujourd'hui, ce que j'ai remarqué de par donc ma discussion avec certains acteurs gouvernementaux dans des pays qui ont fait un saut par rapport à la propriété intellectuelle, c'est que ce qu'ils font, c'est d'automatiser. On enregistre chez l'AMPIC, je prends l'exemple du Maroc, on enregistre chez l'AMPIC, l'AMPIC commence automatiquement donc en fait la même chose chez les États-Unis, en Union européenne et en Union asiatique, et ça permettrait en fait de sécuriser nos inventions, vu qu'aujourd'hui un inventeur marocain, et je vais pas vous en parler, vous connaissez celui qui a le plus de patents technologiques au Maroc, n'arrive même pas à payer son billet d'avion pour aller donc à BIExpo, et moi quand j'ai lu cette histoire, j'en étais malade. Donc pour qu'il puisse enregistrer à l'AMPIC et qu'il puisse enregistrer aux États-Unis, à l'Union européenne, ça c'est des frais qu'un inventeur ne pourrait pas donc avoir. Et donc ma vision, c'est une vision intégrée entre j'enregistre donc l'invention de part et d'autre donc dans les marchés internationaux, mais aussi c'est dans une optique de promotion internationale commerciale avec une compréhension de vente de cet IP, que ce soit en partiel ou là, que ce soit en accord commercial, qui va permettre de justifier les coûts de part et d'autre, parce que l'enregistrement coûte. Donc il faudrait qu'on réfléchisse de façon commerciale pour qu'on puisse faire l'intégration. Merci, chers amis, pour cette présentation. J'ai 2-3 remarques et peut-être une observation générale. Je suis mal placé, évidemment, pour poser des questions parce que j'ai accompagné ces secteurs pendant longtemps, à un titre ou à un autre. Ma dernière expérience, c'était effectivement le CNCE, le Conseil national du commerce extérieur, où j'ai dû démissionner, n'est-ce pas, au bout de quelques mois, je dirais, de travail avec beaucoup d'amis, parce qu'effectivement, j'avais relevé que les ministères n'étaient pas très intéressés par la problématique de l'exportation. C'était l'une des causes qui m'avait incité à quitter cette présidence, alors cet organisme pouvait faire beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, ça m'interpelle aujourd'hui, un aspect, le décret d'application de la loi sur le commerce extérieur. Madame, il me semble qu'il n'est pas encore adopté, n'est-ce pas? Ça fait quand même 4 ans ou 5 ans, et j'ai interpellé moi-même le ministère pour dire où est le texte d'application. Je ne sais pas comment vous pouvez agir dans le domaine du commerce extérieur, alors qu'une loi a été adoptée en 2014 et que son texte d'application n'a pas vu le jour à aujourd'hui. Donc, j'ai quelques scepticismes, mais j'ai quand même des optimismes par ailleurs. Le COPEX que vous proposez serait une excellente chose, à condition qu'il ait effectivement des programmes bien maîtrisés et qu'il y ait la main dans la main avec les pouvoirs publics et les opérateurs et les différents intervenants dans le processus du commerce extérieur. L'idée de revenir à un ministère unique, on l'a vécu. On a vécu un ministère du commerce extérieur transversal, n'est-ce pas? Et qui a été oublié par tout le monde. Alors, je n'ai pas de proposition à ce sujet. Je fais uniquement une remarque que finalement, ce n'est pas l'organe qui compte, ce n'est pas un ministère dédié ou non dédié, c'est cette volonté transversale qui doit traverser tout le processus de production et d'exportation au pays. Alors,
aller batailler pour avoir un ministère dédié, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais enfin, si ça peut apporter quelque satisfaction, ça ne me gênerait pas. L'un des grands problèmes qui sont souvent cités, c'est la productivité des facteurs, qui conduit finalement à la compétitivité nationale. Et à ce titre-là, il a toujours été cité la productivité du facteur travail, la productivité du capital, et puis un différentiel qui est là, qui tient au savoir-faire. Cet aspect-là, on voudrait bien que vous y réfléchissiez, si ce n'est pas déjà fait, et que nous ayons de votre part des propositions. Ce différentiel qui semble l'élément fondamental dans l'amélioration des compétitivités nationales, il faut bien qu'on arrive à le cerner et à travailler dessus. Ce savoir-faire, il couvre quoi exactement? C'est certainement tout cet environnement qui embrasse les managers, les opérateurs, l'aspect volontariste, etc. Nous avons besoin peut-être de réfléchir. La formation, elle est dans le capital, dans le travail. Déjà, la productivité travail suppose la problématique de la formation. Votre modèle est transversal. Il est supposé s'appliquer à tout secteur. Est-ce que vous n'auriez pas des préconisations à faire sectorialisées, parce que certainement il y a des adaptations à faire par secteur. C'est bon d'avoir un cadre général, c'est beau également d'avoir des préconisations sur les secteurs qui sont déjà présents et qui pourraient effectivement avoir une relance à l'exportation, et sur les nouveaux secteurs à implanter dans le pays. Nous serions très intéressés par une démarche également sectorialisée. Merci. Merci, Sichakib. Merci à nos amis de la SMEX pour leur présentation. Moi, j'ai moins des questions que des observations. D'abord, le premier défi du nouveau modèle, c'est de créer de la croissance. Et pour créer de la croissance et de la création de la richesse, il faut allumer 3 moteurs. La consommation nationale, domestique, bien sûr, l'investissement, 4 moteurs, pardon. L'investissement privé, la commande publique et enfin la demande extérieure, donc l'exportation. Sauf que nous avons fait dans notre pays, et il y a déjà de cela 25 ans, un pari qui est celui des accords de libre-échange, pensant que nous allions gagner ce pari. Or, nous perdons, il faut le dire avec beaucoup de franchise, nous perdons ce pari puisque nous avons un déficit commercial lourd, plus de 20% du PIB, et ce déficit commercial vient alimenter ce que les économistes appellent les déficits jumeaux, c'est-à-dire le déficit public. L'État étant contraint de lever de la dette en devises pour pouvoir financer notamment les importations de biens de consommation courante et de biens d'équipement. Alors, la problématique, elle est là. C'est que ces déficits jumeaux sont des contraintes pour l'État et le développement de l'exportation doit se faire dans la perspective justement de réduire notamment le déficit de la balance des paiements. Et mon interrogation, c'est que nous sommes en situation de déficit des balances commerciales bilatérales avec pratiquement tous les pays. Il y a peut-être un pays qui échappe. Et ma question, ou mon interrogation, c'est pas forcément lié aux accords de libre-échange. Parce que le déficit bilatéral le plus lourd que nous avons, c'est avec un pays avec lequel nous n'avons pas d'accord de libre-échange. Donc il y a une vraie problématique de compétitivité de notre offre exportable. Deuxième point, les facteurs de compétitivité, c'est la clé. Si on veut être fort dans l'exportation, il faut qu'on soit compétitif. Alors les facteurs de compétitivité, vous en avez cité plusieurs. Le coût des facteurs, le coût de l'énergie, le coût de la main-d'œuvre pour les bas salaires, avec les charges sociales, en lien avec la productivité, c'est vrai. Mais il y a surtout la compétitivité liée à la sophistication de notre offre exportable, à la variété de notre offre exportable, à la technologie que nous y mettons. Or, sur ces questions-là, le problème, il est maroco-marocain, il est intérieur. Nous n'avons pas été en mesure, après près de 3 décennies, 25 ans, de monter en gamme, de territorialiser au Maroc plus de valeur ajoutée, de faire de la recherche-développement, de faire de l'industrie 4.0, de faire des technologies NBIC, d'apporter plus de valeur ajoutée. Et je crois, très sincèrement, s'il y a un enjeu central pour le tissu des exportateurs marocains pour les années à venir, c'est évidemment de mettre le paquet sur les autres facteurs de compétitivité,
c'est la technologie, c'est la connaissance, c'est la valeur ajoutée, c'est la créativité. Les aspects que vous citez, oui, il faut les traiter, mais franchement, c'est des facteurs qui viennent à la marge, je pense en particulier à la fiscalité. J'aimerais vous interroger sur 2 points qui me semblent importants, que vous avez peut-être survolés ou pas du tout traités. C'est la compétitivité prix relatif et donc la politique de change. Est-ce que vous avez une réflexion à proposer sur à la fois le régime de change et la politique de change qui est menée par notre pays depuis peu, et qui a subi un léger changement, qui augure de changements à venir importants? Et par rapport également à l'accès au financement bancaire, est-ce que le secteur exportateur est entravé ou favorisé en la matière? Ma dernière intervention, c'est quelques petites précisions. Je voudrais dire que ceux qui contribuent à la CNSS, ce n'est pas 1,2 million, c'est 3,6 millions. 3,6 millions. Mais bon, la contribution annuelle fiscale, c'est 3,6 millions. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, ce qui est déclaré, c'est 3,6 millions. On a effectivement enregistré dans la base de données 5000 exportateurs. Tout notre drame, c'est qu'ils ne sont pas réguliers. Et il y a à peine, je crois, 10% qui sont des exportateurs réguliers, moins de 500. Moins de 500. Et j'aimerais bien aussi avoir, j'ai entendu ce terme, j'ai cru comprendre qu'il y aurait eu des opérations de quantitative easing dans notre pays. J'aimerais bien avoir des précisions sur ça. Quantitative easing. Merci. Merci. Peut-être juste, je termine. Et puis je vous laisse 5 minutes ensuite. Je voulais juste en complément à ce qu'ont dit les membres de la commission, peut-être aussi des interrogations sur souvent dans les discussions que nous avons eues avec beaucoup d'organisations, cette question de mortalité des entreprises est aussi liée à des problématiques de capitalisation de beaucoup de nos entreprises qui ne sont pas suffisamment capitalisées, et à des problématiques aussi parfois managériales liées au fait que des problèmes de succession, des problèmes de famille, etc., qui se posent et qui font que, sans parler des problèmes aussi de financement qui, en dehors du financement bancaire, peut-être les autres formes de financement ne sont pas suffisamment mobilisées, sollicitées, et qui pourraient peut-être permettre à l'entreprise d'être un peu plus à l'aise pour pouvoir, ou avoir un bilan un peu mieux équilibré pour pouvoir aborder un certain nombre de risques et un certain nombre de défis qui se posent dans le parcours de l'entreprise. Donc voilà les quelques questions. On a encore 5 minutes. Hein, à vous de voir comment on les répartit de manière à... Très très rapidement. Donc, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je vais très rapidement. D'abord, plusieurs réponses aux questions que vous avez posées sont dans l'étude, parce qu'on essaie d'abréger. L'étude est très, très élaborée. Vous allez recevoir une copie de l'étude offre exportable et qui détaille beaucoup de choses. Le crédit impôt recherche-développement, c'est quelque chose, c'est une donnée dont on parle. D'ailleurs, on en parle aussi, c'est très important. Il y a un modèle qui est très simple. Je sais que parfois on dit qu'il ne faut pas suivre la France, mais sur ce modèle-là, il faut suivre la France. Je suis désolé. Et je fais partie d'un groupement européen
de fabricants de peinture. Nous sommes la seule société en Union européenne et on mutualise la R&D. Et je connais leur système de crédit impôt recherche, ça marche. Les gens investissent. Il faut le faire pas seulement en termes de crédit impôt, il faut aussi, ils le font, c'est quand vous prenez des doctorants qui sont utilisés dans leur recherche et développement, ils sont subventionnés pendant 2 années. Donc c'est ça qu'il faut encourager. Si on veut créer de la richesse intellectuelle, du capital, du savoir-faire et de la R&D, il faut des mesures directes, de manière transversale aux entreprises. Donc mais c'est dans ici. Maintenant, des exemples de réussite exponentielle, il y en a pas. Mais par contre, on a des exemples de réussite à l'international, dans le métier où vous êtes. HPS est un leader mondial extraordinaire, qui est capable de démultiplier par 10 son chiffre d'affaires, c'est des opportunités, s'offrent, etc. Vous savez, c'est compliqué. Mais le problème, et je vais synthétiser une réponse pour tout le monde, en tout cas, il y a certainement un problème de financement, mais je ne crois pas que c'est le principal problème pour exporter. Il y a certainement un problème de gouvernance d'entreprise. Moi, je dis puisqu'on parle de modèle, il faut à un moment donné, c'est une proposition, qu'on parle de modèle du citoyen qu'on veut aussi, et de modèle d'entreprise qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas défendre toutes les entreprises. Il faut faire le choix. On parle des entreprises responsables. Entreprise qui veut payer ses salariés, qui veut respecter la réglementation, qui veut payer les impôts, qui veut, quand il y a des autorisations préalables, les demander avant d'exercer ou changer le paradigme. La même chose pour les citoyens. On ne peut pas défendre tous les citoyens. Les citoyens qui respectent ces engagements. Et là, il faut, dans notre démarche, il faut qu'on ait une politique volontariste. Il faut différencier entre les entreprises. C'est là où les ETI est un véhicule qui pourra changer le Maroc. Et on va beaucoup apprendre. Je finirai. Ils sont en train de me pousser pour que je finisse. En 1 minute, je vais finir. Donc, l'histoire on n'a pas fait par secteur, mais on a fait des mesures différenciées par région. Et ça va ensemble. Parce qu'on suppose qu'à terme, les régions auront une vocation sur un domaine donné, et naturellement, la déclinaison par région. Et on a fait les recommandations région par région. Quand il faut créer des ports secs, quand il faut des moyens d'infrastructure. Et c'est dans les résultats de l'étude. Je vais donner... Ça n'en a pas parlé. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter des idées sur la R&D, comment on peut la financer dans notre pays. Je pars comme mes autres collègues sur ma propre expérience. J'ai étudié en Angleterre et j'adore le système anglo-saxon. J'ai vécu 4 ans en tant que diplomate économique à Berlin. Et donc le modèle allemand est magnifique. Et aujourd'hui, j'adore le Singapour. Et ce sont des pays qui versent beaucoup dans la R&D. Et c'est la R&D considérée comme un secteur comme un autre d'investissement. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ne savent pas où investir, ils investissent dans la R&D parce que c'est un secteur productif. Il y a de l'argent et c'est rentable. Autant créer un environnement favorable d'investissement dans la R&D, créer des joint ventures entre les universités, les grandes écoles, créer des chaires aussi peut être rentable et rendre service à tout exportateur d'être innovant et se positionner sur le marché international. Rapidement, Monsieur le Président, en matière aujourd'hui de R&D, nous sommes à 0,97% de notre PIB. La R&D a été supprimée de la loi de finances en 2009. Dans les assises de la fiscalité, on a proposé aujourd'hui un modèle complet de telle façon à ce que le pays devienne un pays d'attraction des chercheurs, qu'ils soient marocains ou pas marocains, au niveau de l'IR, au niveau de l'IS, à tous les niveaux. Et cette proposition n'a jamais été acceptée dans les propositions. Aujourd'hui, la charte d'investissement qui est en cours, d'après la réponse que Moulay Hafid nous a donnée avec le ministre des Finances, il va y avoir une prise en considération de la recherche et développement au Maroc. Nous avons 42 000 aujourd'hui chercheurs identifiés, mais il y a peu de brevets. Pour vous répondre, Omari, sur la question de savoir-faire, c'est une composante aujourd'hui de compétitivité, c'est une composante de la propriété industrielle et on peut vous faire parvenir dans les 10 jours une étude et une réflexion de l'intérêt aujourd'hui de mesurer le savoir-faire non déposé, ni sous forme de brevet, ni aujourd'hui accessible au public parce que c'est un facteur de compétitivité, monsieur, et vous avez raison d'avoir soulevé ce problème.
Oui, moi je voudrais dire, on a parlé de l'échec des accords de libre-échange. Effectivement, c'était un échec programmé. L'administration n'a pas cru en l'entreprise marocaine. Lorsqu'il y a eu des fonds qui sont arrivés au Maroc pour l'entreprise, ils ont été déviés ailleurs. La Tunisie a cru aux entreprises, à ces entreprises, et on voit la réussite de l'entreprise tunisienne. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point pour lequel on ne peut rien faire, nous avons 50% d'analphabètes. Et l'entreprise a besoin de techniciens, d'ingénieurs, de formation. Ça, c'est des problèmes importants. Oui, juste quelques secondes pour répondre. Les autres questions, on les a notées. On va les approfondir, on va vous répondre par écrit. Simplement une remarque que je voudrais faire au Président. Du côté exportateur, il y a effectivement beaucoup de chutes brutales. Et je voudrais vous donner une petite image de ce qui est arrivé au secteur de l'exportateur indirect. Vous savez quelle est son importance, puisqu'il accompagne l'exportateur de manière générale. Et nous, le texte était paru seulement lorsqu'on est allé voir comment l'exportateur indirect gère ses affaires. On lui a interdit de facturer hors TVA. On lui a mis des bâtons dans les roues pour qu'il importe en admission temporaire alors qu'il facture à des exportateurs directs, etc. On a obtenu en 2017 du Premier ministre un jour qu'il sorte dans la loi des finances à nouveau le texte d'exploitateur indirect. Et quand on l'a obtenu, à aujourd'hui, les textes d'application n'ont pas été du tout faits et donc ils ne sont pas sortis. Je voudrais simplement signaler que nous avons perdu en une décade 20 000 entreprises exportatrices indirectes. Voilà. Je voulais simplement répondre du côté exportateur. Je ne réponds pas du côté des autres parce que je ne les connais pas. Moi, j'ai deux éléments. Le premier élément par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas la question de la quantité, ce n'est pas les 50% d'ingénieurs qui manquent ou les techniciens, c'est la qualité. Et donc la qualité de la formation et aussi les stages notamment. La deuxième, j'ai une phrase qui me tient à cœur. Je souhaiterais vous présenter comme indicateur justement un des indicateurs de bien-être de notre pays, c'est que nos jeunes ou les moins jeunes qui sont aujourd'hui dans les autres pays, au Canada, aux États-Unis, quand ils commencent à rentrer, qu'ils disent tiens, on a envie de rentrer dans notre pays, je pense que notre pays, on montrera justement que notre pays est en meilleure santé. Et j'ai 3 enfants, les 3 sont à l'extérieur, et je vous assure, c'est un vrai sujet parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Voilà, merci. Deux points qui ont été énoncés. Alors d'abord sur l'innovation et la R&D. Pour moi, c'est un processus. Je suis dans un secteur très concurrentiel. Je suis obligé d'innover. Et j'innove parce que j'ai besoin de me différencier. Donc il y a un processus qu'il faut entamer. C'est le libre jeu de la concurrence qui permet le développement de la R&D. C'est-à-dire la meilleure façon, la façon la plus simple d'innover lorsque la concurrence est biaisée, c'est de tricher. Et donc si les règles ne sont pas établies, si nous n'avons pas des normes qui permettent de contrôler le marché, d'avoir de construire nos métiers et de surveiller les marchés. Et c'est également le rôle à la fois du patronat et le rôle de l'État, ensemble. Si on ne fait pas ça, on n'aura jamais de concurrence loyale, et donc on n'aura pas d'innovation, et donc on n'aura pas de recherche et développement. Et d'autre côté, au niveau de la politique de change, oui, il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, on incite davantage à la consommation, d'abord par l'importation, et donc on renchérit le coût du travail. Sur une dizaine d'années, pour moi, le coût du travail a plus que doublé, le coût de l'énergie a plus que doublé. Et en conséquence, notre compétitivité a diminué, d'autant que le dirham, par rapport à sa principale monnaie
d'échange, qui est donc l'euro. L'euro, ça représente 60% de nos échanges. Le dirham a été réévalué. Donc d'un côté, j'ai 80 à 100% de hausse de mes charges. De l'autre côté, j'ai une baisse de mes recettes parce que mes prix baissent. Donc il est quasiment impossible de survivre, et c'est normal qu'il n'y ait plus d'industrie, ou que les industries qui se développent au Maroc, c'est des industries qui ont été négociées, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est hors du cadre de compétitivité globale, et c'est un cadre qui est octroyé. D'ailleurs, je vois qu'il y a des entreprises qui ferment ou qui sont sur le point de fermer. On a vu par exemple tout le secteur du tissage qui a disparu, la filature a disparu. Pourquoi est-ce que, entre nous, pourquoi est-ce que Renault paye 30 centimes le kilowattheure et moi j'ai dû investir des dizaines de millions de dirhams pour baisser le coût de mon énergie et que les filateurs ont fermé? Pourquoi Maghreb Steel, qui a maintenant un EBITDA qui est quasi nul, paye 20% de son chiffre d'affaires au titre de l'énergie, 66 centimes le kilowattheure, Renault 30 centimes? Pourquoi deux poids, deux mesures? Donne à tout le monde les mêmes avantages, ce qui n'est pas vrai. Bon, ainsi prend fin, je crois, il n'y a pas de problème. Bon, je voudrais bien remercier Shakib Fimti pour vraiment la patience et on attend ce que... On va vous remettre nos dossiers de l'offre exportable très rapidement. Et mille merci, c'est Shakib. C'est nous qui vous remercions de cet échange extrêmement riche et avec effectivement des problématiques qui, je pense, sont là et qui sont déterminantes, qui sont nécessairement à prendre en charge dans le cadre de cette vision future du développement si on veut réellement créer les locomotives de demain. Ce que je vous propose, c'est si vous pouvez nous transmettre par mail, par Internet, comme ça les documents et avec les compléments dont vous avez parlé, et y compris l'étude plus complète, parce que ça nous permettrait de les redistribuer à l'ensemble des membres et de nous permettre d'avoir toutes ces données de base. Et je crois qu'un certain nombre de sujets qui ont été posés dans le cadre de cet alignement par rapport aux conditions qui sont offertes à d'autres acteurs, un ensemble de données par rapport à cette ouverture des marchés à l'international et ses implications et comment renforcer aussi le tissu national, mais aussi un certain nombre d'efforts que l'entreprise nationale doit elle-même faire pour aller dans le sens souhaité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.